À 2h30, un effondrement brutal de 18 minutes et 37 secondes a figé Ouagadougou, transformant une simple panne en énigme stratégique dont personne ne mesurait encore la profondeur. 28 secondes plus tard, tandis que le trafic sortant s'effondrait déjà de 78%, une explosion parfaitement calée révélait qu'aucun hasard n'avait dicté ce synchronisme glaçant. Comment un tel agencement peut-il ne pas interroger chacun d'entre nous, alors même qu'Ibrahim Traoré est censé garder chaque seconde sous contrôle? Sous cette obscurité fulgurante, un futur invisible semblait soudain prendre corps menaçant. Ce récit s'attache à dévoiler ce que l'attaque de la nuit du 14 août met réellement en jeu: la capacité d'un État à préserver sa souveraineté dans un environnement où l'information circule plus vite que la défense elle-même. Les premières minutes de la crise montrent qu'une simple rupture technique peut devenir un levier politique dès lors que les réseaux s'effondrent simultanément, privant les institutions de leurs repères. Le risque principal ne réside donc pas dans l'explosion en elle-même, mais dans l'intrusion numérique qui l'a précédée, capable de neutraliser en silence les mécanismes décisionnels. Dans ce contexte, chaque seconde perdue élargit l'espace d'action d'un adversaire invisible. La promesse de ce récit est simple: comprendre comment une opération apparemment ponctuelle devient un test global pour un pays où chaque vulnérabilité peut se transformer en faille stratégique. Et si la véritable bataille s'était jouée bien avant, l'instant où les lumières se sont éteintes? La première révélation apparaît dès l'examen minutieux des tout premiers instants. En 18 minutes et 37 secondes, le réseau électrique national s'est effondré avant de basculer sur les générateurs d'urgence, révélant un délai 4 fois supérieur aux coupures habituelles de Ouagadougou. La seconde donnée, tout aussi implacable, montre qu'entre 2H29 et 2H51, le trafic internet sortant a chuté de 68%, tandis que des paquets cryptés partaient vers des serveurs étrangers, ce qui suggère une préparation technique antérieure à toute action physique. C'est seulement en posant ces marqueurs de temps que la scène peut être replacée dans son contexte réel. À 2h30, la capitale s'éteint d'un seul bloc, les caméras cessent de transmettre et une explosion calibrée secoue le quartier présidentiel avec une précision qui ne rappelle aucun incident spontané des années précédentes. Les forces de sécurité, coupées de leur communication interne, tentent de se réorganiser, mais le brouillard numérique neutralise leurs repères habituels. Dans ce vide opérationnel, quelques véhicules sans plaque traversent les intersections, profitant d'un espace où l'État perd simultanément sa vision et son action. Dans le centre de commandement, Ibrahim Traoré suit l'évolution des événements depuis un système isolé, alimenté par une source indépendante, et constate que la synchronisation entre coupure électrique, intrusion numérique et assaut physique ne relève pas d'un hasard cumulatif, mais d'une logique commune. Les premières unités qui ne répondent plus ne sont pas simplement désorganisées, elles ont été neutralisées en amont par une séquence invisible destinée à priver l'État de sa capacité de réaction. L'enchaînement des données, délai anormal, flux détourné, communication brisée, indique qu'une opération hybride a imposé son propre rythme au pays, bien avant que l'explosion ne marque le début apparent de la crise. Sous cette lumière, une conclusion préliminaire se dessine. Si tout a basculé si vite, c'est parce que l'attaque avait déjà commencé hors du champ visible, dans les couches même où se construit aujourd'hui la souveraineté numérique. Deux figures émergent dès les premières heures pour éclairer l'ampleur réelle de la crise. Le capitaine Sawadogo, ingénieur en cybersécurité, descend dans le bunker du ministère de la Défense afin de reconstituer la séquence exacte de l'intrusion. En analysant les journaux systèmes, il découvre que les serveurs gouvernementaux avaient été pénétrés bien avant l'extinction de la capitale, ce qui confirme que le choc électrique n'a pas déclenché la rupture numérique, mais l'a révélée. Ce constat, froid et méthodique, expose une vulnérabilité dont personne ne soupçonnait l'étendue. En parallèle, une unité chargée de sécuriser plusieurs carrefours stratégiques décrit un terrain transformé par le brouillage massif des communications. Les soldats rapportent des signaux coupés, des ordres transmis trop tard et des drones inconnus survolant les environs. Deux d'entre eux, racontent avoir tenté de rallier un poste voisin. En chemin, ils croisent des véhicules sans plaques, avançant sans phare,
comme si la ville fonctionnait selon un code que seul ignorait. Une autre équipe, stationnée près du centre-ville, reçoit des instructions qui n'arrivent qu'après plusieurs minutes, rendant toute coordination impossible. Ces récits parallèles, celui du technicien plongé dans les traces numériques et celui des soldats confrontés à un silence opérationnel, convergent vers un même point. La perte simultanée de vision et d'action crée un vide que l'adversaire exploite sans rencontrer de résistance cohérente. Dans une crise hybride, l'invisibilité devient une force active, capable de désarticuler les réactions les mieux préparées. Autrement dit, la paralysie naît toujours d'un angle mort. Le déclenchement survient sans aucun signe annonciateur. À 2h30, la capitale plonge d'un seul mouvement dans une obscurité totale, comme si un mécanisme parfaitement synchronisé venait d'être activé. Les systèmes de surveillance s'interrompent au même instant, ce qui transforme l'absence de lumière en outil tactique plus qu'en simple rupture technique. Les équipes sur le terrain perdent immédiatement leurs repères, incapables de vérifier ce qui se passe au-delà de quelques mètres. Cette extinction nette impose un rythme que personne n'a anticipé. L'étape suivante frappe presque aussitôt. Une explosion rapide secoue le quartier présidentiel, ciblant la chaîne de commandement plutôt que des infrastructures à forte densité humaine. Les communications radio commencent à se disloquer, certaines unités rapportant des silences prolongés qu'elles ne peuvent pas interpréter. D'autres entendent des bruits de moteurs provenant de véhicules sans plaques, se déplaçant sans phare dans des rues désertes. L'apparition d'un brouillage actif rend les transmissions sécurisées inutilisables. Les drones déployés en surveillance cessent d'émettre comme neutralisés par une technologie qui dépasse les incidents connus de la région. La ville devient un espace fragmenté, où chaque équipe devine plus qu'elle ne voit. Le chaos s'élargit à mesure que l'information se raréfie. Les unités proches du périmètre tentent de se rassembler, mais les coordonnées circulent avec des minutes de retard, créant un effet d'écho permanent. Les soldats postés hors du centre-ville restent figés dans l'attente d'ordres qui n'arrivent pas. Ce décalage temporel transforme une crise physique en crise décisionnelle. L'État ne perd pas ses murs, il perd ses capteurs. Chaque minute accentue la fracture entre ce qui se passe réellement et ce que les équipes croient percevoir. Une opération hybride prend forme, combinant coupure énergétique, infiltration numérique et assaut ciblé, comme si une même logique dirigeait des actions dispersées. La dimension numérique atteint alors un niveau critique. Le trafic sortant du Burkina Faso s'effondre, tandis que des flux cryptés sont déroutés vers des serveurs étrangers. Cette extraction en temps réel n'est pas un vol classique, mais une collecte destinée à alimenter une évaluation stratégique à distance. Le pays perd sa voix et une partie de sa mémoire dans l'instant même où il cherche à comprendre ce qui l'atteint. Les banques ralentissent leurs transactions, les marchés se figent et les premiers doutes traversent la population. Quelques messages circulent, relayant des fragments d'informations non vérifiées qui deviennent des rumeurs amplifiées par l'absence de communication officielle. Le choc psychologique se superpose à la crise matérielle. Au cœur du centre de commandement, Ibrahim Traoré observe cette dynamique double. Une attaque qui frappe à la fois les équipements et les perceptions. Il active un confinement militaire autour du palais, afin de restaurer un minimum de cohérence opérationnelle. Il ordonne des déploiements ciblés vers les points névralgiques. Mais l'adversaire a imposé son propre tempo. La crise cesse d'être une succession d'incidents pour devenir une séquence où chaque décision doit être pesée pour éviter d'alimenter la confusion. À partir de ce moment, la mécanique change. Le choc initial laisse place à une incertitude prolongée dans laquelle chaque réaction peut influencer la suite des événements. La compréhension quantitative de l'attaque s'ouvre par un contraste clair. 18 minutes et 37 secondes séparent l'extinction totale du réseau électrique de l'activation des générateurs d'urgence, un délai presque 4 fois supérieur aux coupures ordinaires observées à Ouagadougou. Cette différence révèle une action interne plutôt qu'une défaillance accidentelle. Elle marque un delta décisif car un laps de temps aussi long laisse une fenêtre de préparation pour neutraliser les sécurités énergétiques. Les ingénieurs confirment que la déconnexion initiale ne provient pas d'un incident classique mais d'une manipulation interne, soigneusement exécutée. Le second bloc de données met en lumière l'infiltration numérique.
Entre 2h29 et 2h51, le trafic internet sort en chute de 68%, bien trop brusquement pour correspondre à une saturation ou à une surcharge imprévue. Cette variation extrême démontre qu'un brouillage ciblé a perturbé les flux essentiels. Au même moment, des paquets cryptés quittent le territoire en direction de serveurs européens liés à des structures privées opérant dans le secteur militaire. Ce basculement soudain des flux transforme une anomalie technique en indice d'intrusion stratégique. Le delta entre fonctionnement nominal et effondrement brutal signale une action préparée longtemps en amont. Le troisième ensemble concerne l'impact économique direct, mesuré dans les 24 heures suivant l'attaque. Les systèmes bancaires enregistrent 7 heures et 12 minutes d'interruption sur les transactions interbancaires, un blocage qui immobilise environ 2,8 millions de dollars dans les circuits internes. Cette somme représente plus de 5% du PIB moyen journalier du pays. Une telle paralysie montre que la crise s'étend au-delà des infrastructures numériques. Elle atteint la valeur économique elle-même sans déployer un seul véhicule sur le terrain. Les banques constatent que cette rupture perturbe l'ensemble du tissu financier et fragilise les acteurs les plus dépendants des paiements électroniques. Face à cette accumulation de données, les équipes techniques placées sous la supervision directe d'Ibrahim Traoré lancent un audit complet des systèmes publics et militaires. Les premières analyses révèlent que 41% des serveurs gouvernementaux utilisent encore des protocoles cryptographiques obsolètes, incapables de résister à des intrusions élaborées. Ce chiffre déclenche une directive présidentielle imposant l'authentification renforcée et la création d'un centre de cyberdéfense permanent. Cette proportion inquiétante illustre un déficit structurel plutôt qu'une faiblesse ponctuelle. Elle montre que la surface d'exposition du pays s'est élargie au fil du temps sans être suffisamment documentée. Un dernier faisceau de données concerne la propagation des rumeurs durant les minutes suivant l'explosion. En moins de 9 minutes, plus de 3200 messages évoquant la chute du gouvernement circulent en ligne, dont 62% proviennent de comptes automatisés créés la veille. Ce pourcentage met en évidence une stratégie de désinformation visant à saturer l'espace public avant même la constitution d'un récit officiel. La simultanéité entre la production massive de ces messages et la rupture des communications institutionnelles révèle une intention de fracturer la confiance collective. Le delta entre informations vérifiées et contenus manipulés constitue l'un des aspects les plus déterminants de la crise. En réunissant ces chiffres, une image s'impose. L'attaque ne se résume pas à une succession de faits, mais à une trajectoire orchestrée où chaque variation, énergétique, numérique, économique ou perceptive, devient un levier destiné à déséquilibrer l'État. Deux interprétations majeures émergent lorsque l'on tente d'expliquer l'attaque du 14 août à partir des éléments strictement observables. La première, défendue par plusieurs analystes régionaux, attribue l'opération à des factions internes profitant des fragilités politiques accumulées ces dernières années. Les tensions persistantes entre différentes unités, les rivalités silencieuses autour de la chaîne de commandement et les précédents coups d'État laissent penser qu'un groupe organisé aurait pu exploiter un moment de vulnérabilité pour imposer sa propre logique. Cette hypothèse suggère que la crise n'est pas le résultat d'une technologie étrangère, mais la manifestation d'ambitions locales s'exerçant dans l'ombre. La seconde hypothèse prend une direction diamétralement opposée. Les caractéristiques techniques de l'attaque dépassent largement la capacité d'un groupe national agissant seul, tant par la synchronisation millimétrée que par l'utilisation de matériel comparable à ceux observés dans d'autres conflits hybrides récents. Les flux cryptés redirigés vers des serveurs étrangers, le brouillage ciblé neutralisant drones et communications sécurisées, ainsi que la cohérence temporelle entre les actions physiques et numériques indiquent une expertise externe structurée. Dans cette lecture, l'événement n'est plus un épisode local, mais une projection géopolitique opérée par un acteur disposant de ressources étatiques. Le Stillman exige de présenter chaque pit à son meilleur niveau. Les partisans de la thèse interne rappellent que les vulnérabilités du pays
offre suffisamment de points d'entrée pour une opération coordonnée sans soutien extérieur. Les défenseurs de la thèse externe soulignent au contraire que certaines signatures techniques recensées renvoient à des structures déjà repérées dans des théâtres d'opérations hors du continent africain. L'examen minutieux des données confirme que plusieurs éléments matériels s'alignent avec cette seconde hypothèse. Au final, l'opposition apparente entre origine interne et origine extérieure conduit à une conclusion nuancée. Un pays peut vaciller par ses propres tensions, mais la sophistication de l'attaque laisse penser que l'architecture globale dépasse largement les capacités locales. La perception s'effondre. Cette rupture marque le véritable midpoint, l'instant où l'attaque cesse de viser les infrastructures pour s'orienter vers l'opinion publique. En moins de 24 heures, plus d'1 millier de messages coordonnés apparaissent sur les réseaux sociaux, accusant l'État d'avoir orchestré lui-même la crise, et leur traduction simultanée en anglais, en russe et en arabe révèle une volonté d'exporter le doute au-delà des frontières. La diffusion suit un schéma parfaitement calibré, compte récent, vocabulaire identique, synchronisation qui évoque davantage une campagne préparée qu'une réaction spontanée de la population. Cette mécanique transforme la confusion initiale en instrument stratégique. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré mandate une cellule spécialisée pour analyser ces contenus et les premières conclusions montrent des signatures déjà observées dans d'autres crises africaines. Les comptes automatisés reproduisent des messages proches de ceux repérés lors d'opérations menées pour fracturer la cohésion d'État confrontée à des pressions hybrides. La crise change alors de nature. L'ennemi n'essaie plus seulement de briser les défenses matérielles, mais de fissurer le lien invisible qui unit un gouvernement et sa population. La bataille glisse du terrain physique vers le terrain émotionnel, là où chaque interprétation devient un facteur d'instabilité durable. Pour l'État, la crise révèle une fragilité structurelle que personne n'avait pleinement mesurée. Plus de 60% des réseaux administratifs deviennent inaccessibles pendant 48 heures, forçant les ministères à revenir au papier et à suspendre temporairement les communications diplomatiques. Les services essentiels et sociaux se maintiennent dans un mode dégradé, incapables de s'appuyer sur leurs systèmes habituels. Ibrahim Traoré convoque alors le Conseil de sécurité nationale et fixe une ligne de conduite centrée sur une transparence mesurée et une stabilisation progressive des infrastructures. Ce retour forcé à un fonctionnement quasi analogique montre que la continuité institutionnelle dépend encore d'un socle numérique fragile, vulnérable aux attaques hybrides. Pour les entreprises, l'impact économique s'étend au-delà de la simple interruption technique. Les banques et les opérateurs télécoms subissent des pertes dépassant 15 millions de dollars en 2 jours, ce qui ralentit les échanges et bouleverse les mécanismes de paiement. Les petites structures, privées de leurs outils électroniques, improvisent des circuits de confiance directe pour maintenir l'activité, tandis que les commerces adoptent des solutions locales qui échappent momentanément au réseau global. Cette résilience improvisée souligne une tension paradoxale. La dépendance aux technologies amplifie la vulnérabilité, mais la flexibilité locale peut atténuer une partie du choc. Les entreprises découvrent ainsi qu'une cyberattaque peut remodeler en quelques heures leurs conditions d'existence. Pour les citoyens, l'événement devient un choc psychologique autant qu'un choc matériel. Dans les rues de Ouagadougou, les incertitudes remplacent rapidement la peur initiale. Les rumeurs de trahison interne, les soupçons d'ingérence étrangère ou les versions contradictoires de l'attaque circulent plus vite que les informations officielles. Les familles conservent des radios portatives comme dernier lien fiable avec le monde extérieur, tandis que les enfants redoutent chaque fluctuation de lumière. Cette déstabilisation quotidienne montre que l'attaque ne vise pas seulement la capacité de l'État à répondre, mais aussi la cohésion intime d'une société confrontée à la perte soudaine de repères. Le pouvoir d'un récit manipulé devient alors aussi important que la puissance d'un dispositif technique. Pour la région, l'onde de choc dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Le Mali et le Niger renforcent leurs patrouilles, craignant une contagion stratégique. L'Union africaine convoque une session spéciale consacrée à la sécurité numérique afin d'évaluer les risques potentiels pour l'ensemble du Sahel. Dans les coulisses diplomatiques, plusieurs puissances observent la situation sans intervention directe, conscientes qu'une implication visible
pourraient trahir leur propre stratégie ou intérêt. L'attaque devient un précédent majeur, un test grandeur nature pour mesurer la résilience des États africains face à des opérations hybrides capables de combiner sabotage, brouillage et désinformation. Ces 4 dynamiques convergent vers une même conclusion. L'attaque du 14 août n'a pas seulement provoqué un effondrement ponctuel, elle a révélé l'architecture entière d'une vulnérabilité nationale et régionale encore mal comprise. Les mois qui suivent détermineront la direction réelle prise par le Burkina Faso après l'attaque du 14 août. 3 trajectoires, chacune plausible, se dessinent en fonction de la manière dont l'État consolide sa souveraineté numérique et restaure la confiance interne. Aucune ne garantit une sortie définitive de crise, mais chacune révèle ce qui pourrait émerger dans un environnement où les vulnérabilités techniques et politiques se croisent. Dans un scénario de base, le pays s'engage dans une stabilisation lente mais cohérente. Les réseaux essentiels sont progressivement restaurés, les procédures administratives reprennent leur cours et les réformes initiées dans les semaines suivant l'attaque commencent à produire des effets mesurables. Les entreprises retrouvent un fonctionnement presque normal, même si certaines restent bien prudentes face à la possibilité d'incidents similaires. Cette trajectoire ne promet ni transformation radicale, ni stagnation totale. Elle repose sur une reconstruction par ajustements successifs, où chaque progrès reste fragile mais cumulatif. Dans un scénario optimiste, la crise devient un levier stratégique. Les alliances régionales avec le Mali et le Niger se renforcent, ouvrant la voie à une coopération inédite en matière de défense numérique et de gestion des infrastructures critiques. Les investissements dans les secteurs technologiques produisent des avancées visibles, tandis que les services essentiels adoptent des protocoles modernisés qui réduisent significativement la surface d'exposition du pays. Cette dynamique permet au Burkina Faso de transformer un traumatisme national en catalyseur d'autonomie, en faisant émerger des capacités que l'État n'avait encore jamais consolidées. Dans un scénario critique, la situation glisse vers une instabilité prolongée. Les tensions internes s'aggravent, les cyberattaques persistent et les rumeurs affaiblissent durablement la confiance publique. Plusieurs puissances extérieures pourraient alors exploiter le vide institutionnel pour renforcer leur influence dans les secteurs miniers ou énergétiques, provoquant une pression économique croissante. L'économie entrerait dans une phase de contraction et l'État serait contraint de recentraliser certains pouvoirs afin d'éviter un effondrement plus large. Cette évolution créerait un terrain où chaque décision devient explosive, non par son contenu, mais par le contexte qui l'entoure. À travers ces 3 trajectoires, un principe doit guider la réflexion. La souveraineté n'est pas un état figé, mais une trajectoire qui se réévalue chaque jour. Derrière les analyses techniques et les scénarios institutionnels, l'attaque du 14 août laisse une empreinte durable dans le quotidien des habitants de Ouagadougou. Les enfants sont parmi les premiers à ressentir cette transformation silencieuse. La coupure soudaine, l'explosion lointaine et l'absence totale d'informations fiables ont installé une inquiétude diffuse. Ils observent désormais chaque fluctuation de lumière comme un signe possible de danger et s'endorment avec la présence rassurante de radios portatives, devenues des objets essentiels dans de nombreuses maisons. Les travailleurs urbains affrontent une vulnérabilité différente, marquée par la dépendance aux technologies quotidiennes. Les interruptions bancaires bouleversent les salaires, forçant certains à négocier des acomptes en liquide. Les petits commerces inventent des systèmes de paiement improvisés, parfois basés sur des fiches manuscrites transmises entre voisins. Cette perte de fluidité montre à quel point un simple flux de données peut conditionner la capacité de travailler, de se déplacer ou de gérer une dépense urgente. Les jeunes perçoivent la crise avec un mélange d'inquiétude et d'élan. Beaucoup découvrent que la souveraineté d'un pays se joue désormais autant dans les réseaux que dans les rues. Certains expriment un intérêt nouveau pour la cybersécurité, conscients que la prochaine génération devra défendre des espaces invisibles dont dépendent désormais les institutions, les entreprises et les familles. Les quartiers périphériques révèlent enfin une forme de résilience qui échappe parfois aux récits officiels. Lorsque les systèmes institutionnels se sont effondrés, les communautés ont pris le relais. Partage d'informations, entraide logistique, diffusion de messages vitaux entre familles. Cette solidarité discrète rappelle qu'un pays tient aussi par ses structures sociales les plus modestes, capables d'absorber un choc que les systèmes techniques n'ont pas su contenir.
Pour sortir durablement de la vulnérabilité révélée par la nuit du 14 août, les autorités engagent une transformation structurée articulée autour de 5 axes complémentaires. Sous l'impulsion directe d'Ibrahim Traoré, ce plan cherche à convertir une crise subie en compétences acquises en reliant responsabilités claires et objectifs vérifiables. Le premier axe consiste à sécuriser l'espace numérique. La création d'un centre national de cyberdéfense vise à surveiller en continu les flux sensibles et à détecter les anomalies dans les 30 premières minutes, en s'appuyant sur les failles mises en évidence pendant l'attaque. L'objectif est de renforcer la capacité de réaction autonome face aux intrusions hybrides. Le deuxième axe touche à la gouvernance. Chaque ministère doit publier trimestriellement ses dépenses liées à la sécurité numérique, contrôlées par la Cour des comptes afin d'éviter les zones d'ombre qui ont retardé la réponse initiale. Une chaîne décisionnelle plus courte est instaurée pour limiter les décalages observés lors de la rupture des communications. Le troisième axe concerne la diversification économique. Un fonds souverain, financé par les revenus miniers, soutient la relance de la production agricole et le développement de services numériques locaux. Cette approche vise à réduire la dépendance aux infrastructures vulnérables et à renforcer la résilience interne. Le quatrième axe repose sur les alliances régionales. Un pacte technologique avec le Mali et le Niger prévoit une veille stratégique commune et une coopération pour protéger les infrastructures critiques. Cette coordination crée un réseau de défense partagé capable d'anticiper certaines menaces. Le cinquième axe vise à éduquer à la vigilance. L'introduction de modules de souveraineté et cybercitoyenneté dans les écoles permet de sensibiliser les jeunes générations à des risques désormais centraux. Ces 5 orientations forment une trajectoire cohérente. Reconstruire en consolidant chaque point faible devenu visible sous la pression de l'attaque. Dans le bunker où le capitaine Sawadogo avait décodé les premières traces de l'attaque, un silence nouveau s'est installé. Les écrans, désormais stabilisés, renvoient l'écho lointain d'une nuit où chaque alerte semblait ouvrir une nouvelle faille, et cette mémoire encore vive rappelle que la souveraineté ne se mesure jamais uniquement dans la lumière des décisions officielles. Ibrahim Traoré revient régulièrement dans cette salle enfouie, non pour célébrer la maîtrise retrouvée, mais pour rappeler à ses équipes que la stabilité demeure un équilibre fragile, construit jour après jour contre des menaces souvent invisibles. À l'extérieur, la ville reprend son souffle. Les marchés rouvrent, les enfants réapprennent à distinguer un simple bruit de moteur d'un signal inquiétant, et les rues retrouvent un mouvement que la coupure avait figé. Les familles qui ont traversé la nuit du 14 août portent encore la trace de cette rupture, mais elles reconstituent peu à peu un quotidien capable d'absorber le choc. Cette rémanence discrète donne à la crise une profondeur que les chiffres ne suffisent pas à décrire. Ce qui a vacillé cette nuit-là n'est pas un bâtiment, mais une certitude. En somme, la confiance reste la première ligne de défense. La sortie de crise ne dépendra jamais d'un seul dispositif technique ni d'une décision spectaculaire. Elle repose sur un effort partagé, parfois discret, qui implique institutions, entreprises, familles et communautés. Les frontières d'un pays ne se limitent plus à des lignes physiques. Elles se prolongent désormais dans les réseaux, les perceptions et les gestes quotidiens de millions de citoyens. Comprendre cette nouvelle réalité devient un acte de défense à part entière, autant qu'un moyen de renforcer la cohésion intérieure. Les discussions qui s'ouvrent aujourd'hui dépassent les cercles officiels. Elles circulent dans les écoles, les marchés, les radios locales, révélant une société qui cherche à transformer une fracture en apprentissage collectif. Le débat public sur la sécurité numérique, la désinformation ou la résilience communautaire pourrait devenir un pilier essentiel pour consolider la stabilité à long terme. Votre voix peut contribuer à cette réflexion. Elle peut même façonner la manière dont un pays se prépare aux menaces invisibles. Et vous, comment imaginez-vous les moyens les plus efficaces pour renforcer la stabilité d'un État confronté à des risques hybrides ?